Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, je veux juste vous dire un petit mot sur Image, donc, qui est l'association anciennement appelée la Maison des Jeunes, mais maintenant c'est un peu la maison de tout le monde, parce qu'on est depuis cette année un espace de vie sociale. Donc l'idée c'est d'arriver à faire le lien entre toutes les populations de Bailly, de Noisy et même des alentours, de créer du lien entre les associations, de créer du lien entre les personnes, et tout ça en suivant plusieurs axes, dont l'axe absolument essentiel de la transition écologique. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir avec François, qui est un éminent membre de l'association Bailly-Noisy en transition, et qui va nous parler de En-ROADS, qui est un simulateur. Et donc je ne m'étends pas plus longtemps, sinon on va finir trop tard. Merci beaucoup à François d'avoir accepté. Merci Caroline. Voilà, donc je suis François, je suis membre de Bailly-Noisy en transition, qui est une association de promotion de la transition écologique qui, je ne sais pas combien ils sont, on est plusieurs dizaines de membres. Dans les activités, on a démarré il y a 2 ans un jardin partagé qui est sur la route de Rennes-Moulin, où il y a aujourd'hui une bonne 50aine de jardiniers, soit des jardiniers qui ont des parcelles individuelles de 50 mètres carrés, soit des jardiniers qui travaillent sur une parcelle collective. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On s'occupe de réfléchir aux problèmes de mobilité active, donc piétons, vélos. Un peu plus compliqué parce que les résultats sont moins évidents que de faire pousser des tomates. Et puis on n'est pas tout seul, il faut dialoguer avec les municipalités, donc il faut arriver à les rencontrer, il faut arriver à les convaincre. Voilà, mais bon, on avance tout doucement. Qu'est-ce que fait d'autre BNT? Des ateliers comme ça, beaucoup de fresques, climat, d'automne, des ateliers de cuisine. Je crois que ce soir il y a un atelier de cuisine un peu plus loin là, dans la plaine. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Des trucs sur le zéro déchet, le compostage, le nettoyage des abords des routes et des rues aussi, les clean walk, ce genre de choses. Voilà. Avant de commencer de parler de En-ROADS, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour. Alors, comme on n'est pas très nombreux, je vous laisse 45 secondes par personne pour dire qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là et ça vous a intéressé. Enfin, des choses en relation avec le thème de la soirée. Frédéric? Frédéric Guérimand, donc je suis médecin retraité, je suis conseiller municipal sur Bailly et je suis très admiratif de ce que fait Caroline. Et donc quand Caroline m'invite dans une réunion comme ce soir, je viens comme néophyte, comme candide, ouais. et je viens m'instruire. On va pouvoir faire un fan club, ouais, je pense. Je suis Caroline Gros, je suis enseignante de SVT au collège. Et donc, on est comme vous, toujours partant pour venir à ce que propose Madame Bouilly, parce que voilà, en plus nous, c'est vrai qu'on essaie de sensibiliser les élèves au changement climatique. On vient d'ailleurs au jardin la semaine prochaine, vendredi, avec nos élèves. Et donc voilà, comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, moi je suis curieuse et je veux voir aussi si je peux l'utiliser, on ne sait jamais avec les élèves. On peut. Peut-être. Donc Adeline Daubresse, je suis aussi prof d'histoire géo au collège. Avec Caroline, on mène pas mal d'actions de développement durable avec les élèves. Donc là, on se disait que ce serait l'occasion aussi de découvrir l'outil et de voir si on pouvait l'exploiter avec eux. Et on est membre, toi aussi tu es membre? On est membre de... Non, moi je suis membre de Bailly-Noisy en Moi c'est Anne Pivert, je viens un peu plus loin, je viens de Maule, vers Aubergenville. Donc en fait, je suis coprésidente d'une association de développement durable sur Maule. Et donc le but, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre pour sensibiliser, que ce soit les élus, les personnes, les collèges, les lycées. On intervient dans pas mal d'infrastructures différentes, publics différents. Et je suis aussi en parallèle, j'ai repris mes études et donc je suis un master spécialisé sur la RSE et le développement durable. Donc c'est aussi dans la thématique. Super. Moi, je m'appelle Véronique Bédarida, je suis professeure des écoles à la retraite récemment.
Et on connaît François, je connais François parce que je fais partie du jardin, un jardin collectif dans l'arboricotum de Chèvreloup, un jardin collectif où on apprend justement à travailler la terre le mieux possible. Et puis François nous propose toujours ces tentatives en tout genre dans la transition écologique. Donc j'étais curieuse de voir ce qu'il proposait ce soir. Voilà. Moi je suis dans le même jardin que j'ai connu François. Et j'ai eu, oui, dire aussi des éléments sur la circulation vélo, parce que je suis aussi dans une association qui promeut la mobilité douce, on appelle ça mobilité douce, à vélo en particulier. Et je m'intéresse beaucoup au développement durable et j'aimerais tellement que la nature retrouve sa place. C'est pour ça que je suis là. Alors Valérie Bernard, je suis du Chênay, Chênay-Rocancourt. Donc je suis responsable de l'antenne Vélo Chênay Courtois. Donc on promeut le vélo comme mode de déplacement au quotidien. On fait partie de Vélo VGP et donc voilà, je suis sensible à toute cette thématique d'écologie et c'est pour ça que je suis là ce soir. Bonsoir, moi c'est Minka. J'ai une parcelle de jardin partagé de Bailly cette fois-ci. Et puis tout ce qui est plantes m'intéresse. En ce moment c'est les champignons, mais ça évolue au fur et à mesure. Au fil des saisons. Voilà, au fil des saisons. Alors Marie-Laure, je fais partie de l'association Bailly-Noisy en transition. Je suis aussi au jardin partagé. On a accueilli effectivement plusieurs fois les élèves du collège. On leur proposé des ateliers. Et puis j'assiste aussi aux différents ateliers qui sont proposés dans le cadre de la mobilité. Ce soir, c'est le climat. Voilà. Et puis, et d'autres à venir. Moi, je suis Juliette, je suis animatrice ici à Image. Mais ce soir, je suis présente en double casquette de Image qui co-organise aussi cet atelier ce soir. Et puis à titre personnel, puisque la question du climat me préoccupe énormément et je suis très curieuse de découvrir aussi de nouveaux outils qui permettent de réfléchir à la question. Et moi je suis Caroline Bouis, je suis l'adjointe au maire à la transition écologique, à la ruralité et à la jeunesse à Bailly. Et je suis Cédric Ingrand, je suis président d'Image. Bon, merci. Bon travail. Bon travail. Donc, ce qu'on va utiliser, ce que je vais vous apprendre un tout petit peu à utiliser, c'est pas tellement l'utilisation qui est intéressante, c'est les questions et les réponses que ça apporte, la découverte des relations entre des propositions, des politiques qu'on peut imaginer pour modérer le réchauffement climatique. Et donc c'est un simulateur. Ça n'a presque pas de données. Les seules données qui sont rentrées dedans sont les données de 1990. Sur la population, la température, la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère en 90, etc. Et après, ça recalcule tout, et c'est absolument c'est bluffant de rapidité. Ça peut marcher une fois qu'on a téléchargé la page dans son navigateur, on n'a plus besoin de connexion, ça fonctionne juste dans le navigateur, donc ça n'utilise pas des ressources à l'autre bout du monde. Et ça existe dans... alors moi je l'ai pris en français, mais évidemment ça existe dans tout un tas de langues, d'accord ? Ça va nous permettre de tester un certain nombre de possibilités, de propositions. On pourrait se dire, tiens, si on faisait ça au niveau mondial, là on ne cause pas de la France, on ne cause pas de l'Europe, on ne cause pas du monde occidental, on cause du monde, parce que le problème de climat, il est mondial. Et donc si on appliquait, je sais pas, une politique, une stratégie d'électrification intensive de tout ce qui est transport, voiture, avion, bateau, train, qu'est-ce qui se passerait en 2100 ?
Là, ce qu'on a, c'est en 2100, on a une prévision d'augmentation de la température par rapport à 1850 de 3,3 degrés. C'est à peu près en ligne avec d'autres estimations. Alors, derrière, il y a un modèle mathématique extrêmement riche et compliqué. Et là, voilà. Il y a des trucs comme ça. Il y en a plein, il y en a 400 pages. Toute la description du modèle est accessible. Donc si on a un doute, on peut aller se taper la description du modèle. Je l'ai fait il y a 4 ans. Il était moins épais, moins riche, moins technique. Là, j'ai essayé de le refaire. J'ai fait un peu difficile pour moi quand même. Voilà. Le logiciel n'est pas open source, mais tout le modèle est lui directement accessible. L'hypothèse qui est là, c'est pas une prédiction, c'est pas une certitude, c'est juste le modèle qui calcule ça. Et le modèle, il est calibré, il a été validé, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il partait de données qui sont celles de 90, mais de 90 à 2025, on vérifie que le simulateur est à peu près en ligne avec l'historique réel. C'est au niveau mondial, ça? C'est au niveau mondial. Mais qui donne ces... Si tu veux des chiffres au niveau mondial, la population, tu vas voir l'ONU. Les trucs sur la santé, tu vas voir l'OMS. Sur l'énergie, tu vas voir l'Agence internationale de l'énergie. Sur le nucléaire, tu vas voir l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Sur les renouvelables, tu vas voir l'Agence internationale des énergies renouvelables, etc., etc. On paye des chercheurs et des chercheurs partout dans le monde. Sur chaque truc, tu peux voir, par exemple... Il y a des quantités de données, bien sûr, qui sont actualisées depuis 90. Pardon ? Bien sûr, il y a des quantités de données qui sont actualisées depuis 90. Ah oui. Le modèle, il est remis à jour tous les mois. Je crois qu'il est là, voilà. La dernière version, alors c'est en anglais, beaucoup. L'interface principale, elle est en multilingue. Le reste derrière, ça bouge tellement vite que c'est en anglais. Ils cherchent des bonnes volontés pour... Salut Serge. Pour mettre un certain nombre de documents en français, mais moi je sais que j'en avais fait, et comme ils mettent à jour tout le temps, c'est en cours derrière un truc qu'on n'arrivera jamais à rattraper. Mais voilà, ça c'est les dernières modifications. Et dans les modifications, par exemple, il y a un nouveau graphe qui est apparu, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je voulais montrer... Voilà. Donc je disais qu'il recalcule tout. Les émissions nettes de gaz à effet de serre de 90 à 2023, elles sont calculées par je ne sais pas quel organisme à travers le monde, peut-être le truc de nature, océan et climat que M. Trump vient de dézinguer. Et donc on a la courbe marron qui gigote là. Et la courbe du simulateur, elle, évidemment, elle ne reprend pas chaque point, puisqu'elle recalcule des choses basées sur des algorithmes. Et donc, elle a quelque chose qui ressemble, mais qui est finalement assez proche de l'historique. Et ça, ils l'ont fait sur toutes les données historiques qu'ils pouvaient. Autre chose, il existe d'autres simulateurs à travers le monde, qui sont faits notamment par les gens qui participent au GIEC, qui sont des simulateurs beaucoup plus focalisés sur un domaine, une région, etc. Et ils comparent aussi leurs prévisions, enfin les résultats dans le futur, avec ce que ces autres modèles fournissent comme résultats. Et là encore, quand c'est différent, ils ajustent leur formule mathématique et ils recalculent. Donc on a derrière, et c'est un simulateur qui a été créé par des gens qui travaillent au MIT. Donc ils ont même, le simulateur a cette année gagné un prix dans le monde scientifique sur le logiciel qui, comme étant un logiciel qui fournit de très bons résultats. Voilà, donc... le point zéro, le point zéro.
plus 3,3 par rapport à l'ère pré-industrielle constitue 1850. Voilà. Mais c'est bien ça. Oui. Ouais. Qui n'est pas une décision des gens qui font le simulateur, qui est une décision collective du GIEC et autres. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, on est pas loin de 1,5, voire au-dessus. Suivant à qui on cause, enfin voilà, suivant comment on calcule. Voilà, donc ça c'est le simulateur, et dans ce simulateur, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser les politiques qui sont là. Alors vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, derrière chaque pas beaucoup, par exemple, j'ai tout un tas de petits détails que je peux régler en disant, alors le zéro carbone, c'est l'énergie miracle qui va faire que ça va être gratuit et qu'on va pouvoir continuer à croître et prospérer. Donc ça peut être la fusion. J'ai lu que ITER, juste avant de venir, lu que ITER, là, notre truc de fusion dans le sud de la France, ils avaient enfin réussi à produire plus d'énergie qu'ils n'en consommaient, pendant 15 secondes. Balèze. Donc ça va nous sauver pour 2100 probablement. Voilà, donc on peut jouer sur un certain nombre de choses comme ça, et pour chaque chose, on a, par exemple, quand on ne sait pas, là c'est juste pour vous montrer comment naviguer, si on clique sur les petites flèches, on a toujours plein de descriptions, de détails pour comprendre ce que représente ce curseur ou ce levier. Si on en veut encore plus, on peut aller visiter le user guide qui est là, et avoir tout un tas d'informations sur qu'est-ce que c'est que le zéro carbone, quelles sont les dynamiques que ça implique, etc. Donc on peut... Caroline, elle m'a dit mais ça va être facile pour les gens. Je dis oui, c'est un lien à cliquer. Je dis mais fais attention, c'est addictif. Enfin, pour moi, c'est addictif. Quand on plonge dedans, on veut tout comprendre. Et puis... à la fin, après, on a d'autres questions, et probablement, alors là, je n'ai pas vu, je suis passé vite, mais voilà, on a tout un tas de références scientifiques qui sont derrière. Dans les évolutions qui se passent il y a une release par mois à peu près, des fois il y a des choses un peu fortes, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé, la température affichée en 2100, elle était à 3,6 degrés. On fait, ouais, bonne nouvelle. En fait, c'est juste que c'est là le problème de la limite de l'outil. L'outil, il ne vous montre que ce que les gens qui construisent l'outil ont été capables de mettre dans l'outil ou ont décidé de mettre dans l'outil. Il y a 4 ans, il n'y avait pas de fonction disant « Ah oui, mais quand la température augmente, le produit intérieur brut mondial tombe ». Pourquoi il tombe? Parce qu'il fait trop chaud dehors pour travailler, donc il y a des journées qui ne sont pas travaillées, donc on va produire moins de richesse. Donc on va moins travailler, donc comme on travaille moins, on va moins émettre de CO2, et donc le climat va, la hausse de la température va jouer contre l'économie et profiter à une plus faible augmentation de la température, qui était quelque chose qui était ajoutable dans le modèle il y a 4 ans et qui maintenant est incorporé dedans. Donc c'est juste pour dire aussi, attention, c'est un modèle, donc derrière il y a des hypothèses, il ne faut pas prendre forcément ça pour argent comptant. Le truc, c'est que c'est un excellent outil pour se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on me dit un truc, qu'est-ce que ça représente vraiment? Quand on me dit 1,5 degré ou 3 degrés, où il est ce 3 degrés? Il est ouais, globalement sur la planète, mais ici, là, localement, c'est peut-être pas ça du tout. Donc ça fait partie des choses intéressantes. Et donc le but... Votre travail, moi je vais avoir fini là, votre travail ça va être de dire qu'est-ce qu'on bouge, qu'est-ce qu'on met comme politique pour que ici on arrive en 2100 à plus de degrés, voire moins de plus de degrés. 1,5 degré si on peut encore le faire, le modèle pense qu'on peut encore le faire. Après voilà. Et donc comment on va faire? Alors je vais rapidement vous donner les politiques. Donc il y a tout ce qui est approvisionnement en énergie.
L'énergie, elle provient du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Bioénergie, c'est tout ce qu'on met dans les méthaniseurs, par exemple, ou le bois qu'on brûle pour chauffer, ou ce genre de choses. Les renouvelables, hydraulique, solaire, éolien, le nucléaire, les choses du genre la fusion ou des réacteurs au thorium, qui sont des réacteurs nucléaires qui seraient moins dangereux que ceux qu'on a à l'heure actuelle. Ou on pourrait rajouter le truc qui fait fureur en France en ce moment, qui est ce qu'on appelle l'hydrogène blanc. Je ne sais pas si vous avez vu, en Lorraine, on a 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc qui est dans le sous-sol et qu'on peut espérer pomper pour faire de l'électricité. Il se renouvellerait peut-être, on ne sait pas bien encore, automatiquement depuis le noyau central de la Terre. Il y a des choses comme ça qui existent au Mali. Au Mali, il y a une poche d'hydrogène blanc qui est utilisée pour produire de l'électricité, verte évidemment. Et puis ce qu'on peut faire, c'est mettre une taxe sur le carbone. Vous savez, le truc qu'a mis la Zoubia en 2018 parce que les gilets jaunes n'étaient pas d'accord. Sur le transport, on peut augmenter l'efficacité énergétique. Manière d'augmenter l'efficacité énergétique, je viens à vélo ou à Image au lieu de prendre ma voiture. J'ai augmenté l'efficacité énergétique du transport. J'ai dépensé moins d'énergie pour faire le même déplacement. Je peux électrifier, pareil sur les bâtiments. Population, c'est un truc qu'on entend souvent dire « Ah mais c'est facile de régler le problème du climat, il n'y a qu'à faire en sorte qu'en 2100 on soit que 4 millions et voilà. » Régler la croissance économique, ou alors des techniques d'élimination du CO2, donc boiser, mieux cultiver, ou utiliser des trucs qui permettent de choper le carbone dans les fumées, dans l'air et de l'enfouir dans le sous-sol. Si ça vous intéresse, il y a une start-up à New York qui a créé une petite machine qui coûte 15 000 $, je crois. Et vous mettez de l'eau, de l'électricité, les 15 000 $, ça pompe le CO2 qu'il y a dans votre maison autour de chez vous et ça vous génère 4 litres d'essence par jour. Ah, probablement 4 ou 5 euros le litre. Ça dépend du prix de l'électricité que vous payez. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui existent. Il y a des usines en Islande, par exemple, qui captent le CO2 de l'air et l'enfouissent dans le sous-sol. On peut travailler au niveau agricole, on peut travailler sur les déchets et les fuites, et puis on peut limiter la déforestation. Voilà. Et donc, je vous donne... je vais faire circuler, ce sera plus simple. On passe au côté. L'explication rapide du guide. Voilà. Si vous voulez un peu plus de détails sur le fonctionnement, évidemment, je ne l'ai pas là. Il est où? Il est là. Un truc pour comprendre ce qui se passe, parce que là on lit de la politique, on lit de l'économie, on lit des modes de fonctionnement avec un résultat climatique. Il y a un monsieur japonais, dont le nom devait au moins commencer par Kaya, si ce n'est totalement monsieur Kaya, qui a défini 5 graphes, qui dit les émissions de CO2, en fait, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de combien il y a de personnes sur la planète. Donc on a ici la population mondiale qui va croître de moins en moins. En France, on ne fait plus de bébés, donc c'est un exemple. On a pour chaque personne la richesse produite annuellement par personne, qui augmente sans arrêt. Pour chaque dollar de richesse produite, il faut une certaine énergie. Et en général, on ne produit pas de richesse sans mettre de l'énergie, qu'elle soit humaine ou essentiellement à base de fossiles aujourd'hui. Et on sait que l'intensité énergétique, elle diminue. C'est-à-dire que pour produire $1 de richesse, il faut de moins en moins brûler de pétrole, de charbon ou de gaz. Et avec les renouvelables, on va encore en brûler moins. Donc l'intensité, le CO2 produit pour $1 de richesse produit va baisser. Et donc ça nous donne une intensité carbone. Si on multiplie la population par la richesse par personne, par l'intensité énergétique, ça nous donne l'intensité carbone de l'énergie finale. Et de ça, on peut en déduire les émissions de CO2.
penser à l'IA, parce que je sais pas, Quoi? dans le fait qu'il y ait besoin de moins d'intensité carbonée pour produire de la richesse, on parle tellement de l'IA qui serait exponentielle au niveau énergie. Je pense que l'IA, elle rentre pas encore dans le... Je suis pas sûr que ça soit modélisé. Je pense que l'IA, paradoxalement, c'est encore très petit. L'informatique en général est beaucoup plus grande et l'IA aujourd'hui on sait combien ça coûte, on sait combien ça consomme, mais le retour de richesse créée il n'est pas encore connu. Donc je pense que ça fait partie des limites de modèle. Il y a des choses, moi j'ai demandé par exemple il n'y a pas très longtemps, l'équipe qui est derrière, on peut leur poser des questions, ils répondent sous 48 heures en général. J'ai fait et l'hydrogène blanc. Il m'a dit ouais mais l'hydrogène blanc on n'y croit pas vraiment donc on ne l'a pas modélisé. Voilà. Si je veux le modéliser, je vais le mettre en zéro carbone parce que zéro carbone c'est une espèce de porte de secours ouverte. Voilà. Là, quand ces graphes ont été créés, ça ne considère que le CO2. Les gaz à effet de serre, c'est plus que le CO2. C'est le CO2, le méthane, donc les rots des vaches, les oxydes d'azote qui viennent des engrais épandus par les agriculteurs traditionnels, les gaz fluorés, tout ce qu'on met dans les pompes à chaleur, si ça fuit, ça a un pouvoir réchauffant extrêmement fort. Coup de bol, tous ces gaz-là durent moins longtemps que le CO2. Mais ils ont un facteur de réchauffement qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus fort que le CO2, qui fait que c'est quand même très très important. Mais ça donne des indications, par exemple, sur quoi il faudrait se focaliser à court terme. Voilà. Plouf, plouf. Extrêmement naïve, mais que j'ose quand même poser. Oui, il n'y a pas de... Quelle est, dans le modèle, la relation entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température? Est-ce que c'est proportionnel? Ou est-ce que c'est... Est-ce que plus on augmente... Voilà, c'est... Quelle est... J'ai pas la réponse dans ma tête. Alors... Est-ce que c'est linéaire complètement? Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est linéaire ou est-ce que c'est pas linéaire? Est-ce qu'il y a un moment où ça explose? J'ai sur le graphique de gauche mis les émissions nettes de gaz à effet de serre. Tout confondu. Tout confondu. Tout ramené en équivalent CO2. C'est-à-dire que quand on émet du méthane, on a des formules physiques qui disent une tonne de méthane, c'est 5 tonnes ou 10 tonnes ou 100 tonnes de CO2. Donc là, c'est tout ramené en CO2. Et globalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de différence. Donc ça a l'air d'être raisonnablement linéaire. Il y a derrière éventuellement d'autres questions qu'on peut se poser qui sont la question des points de bascule. Point de bascule, j'ai réchauffé suffisamment la planète pour que le permafrost en Russie il commence à fondre. Puis le permafrost, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, combien il y en a, etc. Donc là, si on passe ça, ou les clatanes, ça s'appelle, et les bulles de glace qui enferment, il y a des billes de glace qui enferment du méthane très profond au fond des océans arctiques et antarctiques. Pareil, si on commence à les faire fondre, ça n'est qu'un modèle, donc ça ne représente que ce qu'on a été capable de mettre dans le modèle ou ce qu'on a voulu mettre dans le modèle. Il y a d'autres choses qui, voilà. Après, on se dit c'est un cas favorable ou c'est un cas pire, c'est à chacun de voir. C'est un outil pour réfléchir et se dire quand je fais ça, ça va être plus efficace que si je fais ça. Sur la base on voit bien, quand on regarde toutes les discussions, on voit bien que tous les ans, ça change un petit peu, il y a des nouvelles découvertes, ah bah c'est pire, ah bah là, il y a des trucs qui sont peut-être un peu mieux, etc. Voilà. Et donc, je vous propose de dire peut-être une proposition ou deux chacun, de dire dans votre vie,
dans votre expérience, dans vos connaissances, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vu qui vous paraît être intéressant pour limiter le réchauffement climatique? Et puis de ça, on va essayer de les mettre dans le modèle et de voir ce que ça donne. Tu veux commencer? Allez, isolation des maisons. Hein? Isolation des maisons. Isolation. J'ai un feutre qui n'a pas de feutre. Je n'ai pas vérifié. Donc isolation des maisons, où est-ce qu'on le mettrait? Efficacité énergétique. Efficacité énergétique des bâtiments. D'accord? Merci. Caroline? Moi, je dirais bien baisse de la consommation. Baisse de la consommation. On va essayer de s'en rappeler. Marie-Laure? Non, Dans mon quotidien. oui, ou dans ce que tu as vu, ce que tu... Merci. Un petit peu d'efforts qui sont faits dans comment on appelle ça les lumières publiques, là. Éclairage? L'éclairage, merci. Donc remplacer les lampes au sodium par des LED, comme ça a été fait à Bailly-et-Noisy, par exemple. Hein? Ou chez soi? Moi, j'ai pas de lampe à sodium chez moi, mais... Et puis il y a aussi les commerces qui Oui. aussi laissent pas leur vitrine. Oui. On les éteint la nuit, là, typiquement, c'est pour un retour chiffré. Le fait de passer, de changer, de passer en LED, sur Bailly, ça a représenté une baisse de 60% de la consommation énergétique. Et il y a 20% supplémentaires parce qu'on a augmenté les plages d'extinction de nuit, typiquement. Et donc ça fait moins 80% par rapport à ce qu'il y avait avant. Minka? On a le droit de dire des trucs généralisés, genre arrêter les voyages à l'étranger en avion. Oui. On a tous les droits. Arrêter les voyages en avion. Utiliser son vélo pour se déplacer. D'accord. Anne? Je sais pas, cultiver ses légumes soi-même. Circuit très court. Plus de circuit. Plus de circuit. Non, mais ma betterave rouge, je la mange au jardin directement, je la ramène même pas à la maison. Monsieur Sellos, il dit que c'est moins dangereux de manger de la terre que de manger des végétaux qu'on ne connaît pas. Hein. Véronique? Moi, je dirais la baisse de consommation de pesticides dans les productions agricoles. Anne? L'électrification des usages, notamment en industrie, quand on est sur l'électricité verte. Électrification des usages? Quand on a une électricité verte, notamment en France par exemple. Ah. Quand j'étais dans l'industrie avant, on passait du gaz à l'électricité, c'était intéressant pour les économies nucléaires. Électrification verte. Si c'est pas lisible, c'est pas grave, c'est plus pour moi, pour mon souvenir. Ma maman était mon institutrice et je suis son plus grand échec en matière d'écriture. Adeline. Moi j'étais beaucoup transport, j'ai fait beaucoup de nuit. Effectivement, on pourrait couper les pesticides avec les engrais, du coup, c'est arrêter les engrais chimiques. Moi, je sors d'un stage avec M. Solos, donc je veux dire mettre de la matière organique dans le sol. Matière organique dans le sol? Je dis que ça résout plein de choses, on va le croire. Très bien. C'est le résultat de mes journées. Je verrais bien la baisse du transport routier pour rendre l'électrification, le ferré compétitif. Très bien, on a une belle liste. Alors, étape suivante. Allez, je vais en choisir un. C'est moi qui choisis.
Je vais dire, tiens, le premier, je ne vais pas me fatiguer. Isolation des maisons. Donc des bâtiments, hein, c'est maison, tout type de bâtiment. Et donc là, je vais vous poser 3 questions. Premièrement, si je fais, donc ça va être une efficacité énergétique des bâtiments. Si je déplace le curseur, d'après vous, hypothèse, devinette, quel chiffre, quel nombre va s'écrire ici? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire gagner 1 degré, 2 degrés, 1 demi-degré, 1 dixième degré ou rien? Rien de visible. On le déplace au max, le curseur là On peut le déplacer au max. Tant qu'à faire, on fait des... Donc je ne le déplacerai que quand vous m'aurez donné une estimation, un guess de... Voilà. Deuxième question, quels seraient les co-bénéfices d'isoler les bâtiments? L'idée, c'est de ne pas sortir toute la transition écologique, enfin de ne pas l'isoler du reste du monde. C'est qu'est-ce que ça a d'autre comme effet? C'est super important parce que des fois, il y a des effets qui vont être des retours sur investissement relativement court terme qui vont être plus bénéfiques que le coût que ça va induire. Donc il faut vraiment y penser. Et troisième question, après je te donne la parole. Troisième question, c'est en termes d'équité, quels sont les problèmes auxquels il faut faire attention? Et tout le modèle, et je vous donnerai, je vous donnerai ça plus tard, quand je vous mettrai un petit groupe, tout le modèle se pose ces questions. Et l'idée, c'est de résoudre plus d'un problème à la fois. Et souvent, résoudre plus d'un problème à la fois, c'est peut-être plus facile que d'en résoudre un, parce qu'on va le résoudre de manière positive en ayant tenu compte des effets de bord de cette action, alors que si on n'en tient pas compte, on a ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, on fait non, la taxe carbone, on va la mettre à 55 € la tonne, et on a tout le monde dans la rue, et des bagarres comme on a vécu. Donc, première question, quelle est la baisse de température qu'on espère si on isole de manière efficace tous les bâtiments à travers le monde? 0,1%. 0,1%. 0,3. 0,3. J'y vais à fond? Il y a tous les bâtiments des grandes entreprises, tout ça, les tours et tout ça. Chaque maison de chaque personne. 0,3. 0,2. Ah ouais, 0,3. Voilà. Alors, on peut rejouer le truc, là, de manière à voir. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que quand on baisse, quand on isole, vous avez vu ce qui s'est passé sur la courbe de gauche. La courbe de gauche, c'est les consommations de charbon, pétrole, gaz, énergie renouvelable, bioénergie, nucléaire. Nucléaire, c'est toute petite bande bleue qui est en haut. En France, on est très focalisé sur le nucléaire parce que c'est très important chez nous, mais au niveau mondial, c'est quelques pourcents de l'énergie produite dans le monde. Donc c'est pareil, ça nous enlève des œillères. C'est un débat franco-français, européen à la rigueur, mais au-delà, non. Un petit peu chinois, un petit peu américain, et encore, je ne suis même pas sûr. Voilà. Et donc on voit que si je le fais se rejouer, on voit quand même que d'isoler les bâtiments, la réduction, la consommation mondiale d'énergie, c'est baissé de manière importante. Probablement pas assez sur les 3 du bas. On peut même mettre les énergies biorenouvelables, les 3 du bas et la rose, qui sont des émetteurs de CO2 ou d'effets de gaz à effet de serre. Voilà, donc on a ça. Oui, Caroline? Une question méchante. Oui. Est-ce que tu sais si parce que là on parle des effets de bord positifs, ok, tu isoles, tu vas consommer moins, mais est-ce qu'ils ont intégré dans le modèle les effets de bord négatifs, c'est-à-dire que tu consommes beaucoup plus de matière, qu'il a fallu que tu transportes La matière n'est pas prise en compte.
Pour isoler les maisons, il faudra beaucoup de pétrole pour produire du isolant. Comment? Pour produire tout cet Il y isolant. a des J'ai pas entendu, excuse-moi. Bah, pour isoler toutes les maisons du monde, Oui. il faudra produire avant Alors, tous les isolants. ouais, alors ça c'est pris en compte. Ouais. Je me demande pas comment, je ne vais pas aller voir les équations différentielles du troisième ordre pour savoir comment c'était fait, mais Elle disait le transport de tous ces... oui, ça c'est pris aussi en compte. Tout ça, c'est pris en compte. Il n'y a pas longtemps, là, je m'envoyais ça aux gens du jardin de l'Arboretum, j'ai envoyé à Caroline. Je me suis posé la question, dans mon jardin, je mets de la poudre de basalte pour alléger l'argile, parce que sinon l'oxygène ne circule pas et ça ne pousse pas bien. Donc je me suis posé la question de... et le basalte, il a une bonne propriété qui doit être là-dedans, c'est qu'il fixe le CO2 tout seul. Donc il retire du CO2 de l'air et il en fait un carbonate quelconque qui va foutre le camp dans la mer, descendre au fond des océans et ressortir dans quelques milliers ou millions d'années via un volcan. Donc ça nous en débarrasse. Pas à un rythme effréné évidemment, mais ça le fait. Et donc je me suis posé la question, mais Caroline, qui a suivi des cours, m'a dit non, mais l'analyse du cycle de vie de ta poudre de basalte, j'ai fait oui. Et en fait, il y a un modèle, j'ai trouvé un article qui décrit un modèle qui prend en compte tout ça. Donc il y a déjà des gens, c'est pas juste dans le simulateur, mais il y a des gens, tu vois, sur un truc très petit comme la poudre de basalte, tu as des gens qui sont allés chercher le coût du transport, le coût de la machine pour l'extraire, le coût de la machine pour le broyer, etc. etc. Et tu fais, ah ouais, il y a quand même des gens qui bossent là-dessus, quoi. Voilà. Et si c'est fait sur du basalte, c'est fait sur tout un tas d'autres trucs. Donc, je sais que par exemple, sur un truc qui n'a pas été mis, la consommation de viande, on peut le prendre en compte aussi, ce genre de choses. J'avais une question sur l'effet rebond. Est-ce que c'est pris en compte? Oui, il y a des effets rebonds qui sont pris en compte. Je ne sais pas partout, mais oui, il y a des exemples d'effets rebonds. Alors, tu fais des constructions en bois, mais en même temps tu développes. Je vais vous le faire là. Même on gagne en coût de vie en ayant mieux isolé son bâtiment, donc on va faire plus de voyages en avion parce qu'on a plus d'argent de côté, enfin, c'est ce genre d'effet rebond. En fait. Enfin, déjà, on a réisolé tous les bâtiments du monde, donc les effets économétriques, ils sont quand même à mesurer. Hein, c'est en fait déjà un coût impossible. En fait, l'effet rebond, c'est vraiment quand tu vas déporter une consommation que tu as réduite sur complètement autre chose. Donc, oui. L'exemple typique, c'est les voitures, où nos voitures elles sont vraiment beaucoup plus efficaces que les anciennes voitures, mais sauf qu'on voyage beaucoup plus. Alors... Ah ouais, non, c'est pas celui-là que je voulais l'inverse. Donc je n'ai pas l'exemple là tout de suite. Mais globalement, si on se met à développer les énergies renouvelables, comme des malades, l'énergie renouvelable, ça coûte pas cher. C'est une des sources d'électricité qui sont les moins chères, qui produisent le kilowattheure moins cher en coût marginal, c'est-à-dire qu'on compte pas, on compte le coût la capacité de production qu'on installe à partir de maintenant. On compte pas le coût donc c'est tous les coûts nouveaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme on produit de l'énergie moins chère, on va en consommer plus. Et comme on va en consommer plus, ça explique pourquoi la baisse de température dont on pourrait s'attendre, parce qu'on dit ouais, les énergies renouvelables ça va sauver le monde. Oui, ça va contribuer, mais si on le fait, c'est pour ça, c'est toujours pareil, c'est le problème des co-bénéfices et des effets de bord. Si on le fait sans se poser de questions, eh ben, on a l'effet rebond. Il y a de l'énergie pas chère. S'il y a de l'énergie pas chère, je peux y aller et je peux en dépenser un max. Si je mets de l'énergie chère, j'aurai l'effet inverse. Plus ça va être cher, moins je vais en consommer. Tapez au porte-monnaie. Bonsoir. Ah, il n'y a pas de mal. On n'a toujours pas parlé des co-bénéfices de l'isolation des maisons. Moins de bruit, donc meilleure santé psychologique pour pas mal de gens, parce qu'on sait que le bruit... Moins de naturel, moins de tous les trois en premier, là.
Moins d'énergie consommée. moins d'énergie consommée, meilleur confort thermique, donc moins de gens malades, meilleure santé, moins de gens malades, moins de rhume, moins de grippe, donc moins de médicaments et donc moins de consommation pour produire un médicament, etc. Si on est moins robuste, si on est moins habitué au froid, si on est moins endurci, est-ce qu'on sera vraiment moins malade? C'est quand même le microbe qui nous rend malade. Je ne peux pas attraper tout. C'est quand même le microbe qui nous rend malade, c'est pas le froid. Après, oui, si c'est insalubre et que c'est humide, voilà, il y a des mauvaises conditions, mais le fait d'être au froid, c'est pas ça qui nous rend malade. Ouais. Et problème d'équité? C'est un truc de pays riche, ça. C'est un truc de pays riche. Et même dans les pays riches, c'est un truc de riche. Moi, ma maison, elle est bien isolée. D'autre côté, c'est France Habitation, donc c'est des logements 1% social. Je les ai vus construire, c'est du bois, du papier bulle et une plaque de béton creuse recouverte de carrelage imitant de la brique. Et qui est très bien, l'hiver, il se pèle de froid. Et en dépensant une fortune, et l'hiver et l'été, ils ont trop chaud. Voilà. Et donc, c'est ces maisons-là qu'il faut aller isoler, pas la mienne. La mienne, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Il est quelle heure on va continuer. Donc là, vous avez vu, on a pris celui-là, on a gagné plus que ce que je pensais. Je vais le refaire. C'était ça. Hein. On avait gagné 3/10 de degré. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez tester là-dedans ou une autre idée? Le plus efficace, c'est de taxer le carbone. Taxer le carbone, ça va être efficace, mais on va se repayer les gilets jaunes. J'ai pas dit que ça n'avait... Non, mais il vaut mieux une grosse injustice qu'un petit désordre. Les transports, parce que c'est quand même c'est ce qui fait vachement augmenter... Je triche parce que je l'ai fait. Oui. Faire bouger la réglette du prix du carbone, c'est d'une efficacité redoutable. Voilà, on a gagné 5/10. C'est énorme. Alors, par contre, à quel tarif on est? On est quand même à un tarif qui est à 237 € la tonne en 2100. Hein. Le plan de Jean-Marc Ayrault, qui a institué la taxe carbone en France, prévoyait d'arriver à 100 € la tonne en 2030. C'est bloqué depuis 2018 ou à 44,60 € la tonne, je crois, en France. Ce qui est déjà énorme. Mais là, en plus, on ne parle pas de la France. On dit partout. Donc on va aller voir Monsieur Donald et on va lui dire, dis donc, Coco, tu vas taxer toutes les tables de carbone qui sortent des États-Unis à 237 $. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a les gilets jaunes. En France, il y a d'autres pays qui ont institué des taxes carbone dans lesquelles ça se passe nettement mieux. Ce qu'on peut voir... j'ai oublié de faire un truc au début, c'est pas grave. Même sans les gilets jaunes, il y a quand même un problème d'équité aussi à partir du moment où il y a un prix très élevé pour avoir... Oui. Mais voilà. L'idée, c'est si je mets une taxe carbone, je récupère de l'argent. Aujourd'hui, la taxe carbone en France, elle récupère, je ne sais plus combien de centaines de millions par an, et elle est redistribuée principalement aux entreprises sous la forme du crédit impôt compétitivité des entreprises. Rapport avec la transition écologique, moi je cherche encore. Hein. Donc on peut, là on voit ici, si on taxait le carbone comme Cédric a proposé, on a beaucoup plus d'argent disponible pendant un certain temps. Après, pourquoi ça se baisse au fil du temps, je ne m'en souviens plus. Et donc, cet argent-là, il faut se poser la question dès qu'on met en place une taxe carbone de qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a des gens qui ont des bonnes idées. Hein, même Donald, il a des bonnes idées. Donald, il a dit non, mais moi, je vais mettre des tarifs douaniers. Ça va coûter très cher, mais tous les foyers américains vont avoir 2000 $. Le fera pas. Mais c'est un exemple de je prends de l'argent à un endroit et je redistribue pour mettre en place une politique. Il faut ça.
Et c'est là le modèle, le simulateur, il vous dit oui, il y a une ressource financière disponible. Comment vous l'utilisez, c'est pas le problème du simulateur ou des gens qui ont fait le simulateur, c'est le problème des politiques qui utilisent le simulateur de dire qu'est-ce que j'en fais. Et c'est là où ça commence à être compliqué et simultanément intéressant. Voilà. Donc alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand j'ai taxé le carbone, un maximum, la courbe d'utilisation du charbon, pouf, il en reste un peu, hein, mais plus beaucoup. Le pétrole a baissé, pas un peu, mais pas autant qu'on voudrait, et le gaz a aussi beaucoup baissé. Donc on voit bien que taxer la tonne de carbone, en fait, il faudrait taxer la tonne de carbone et la tonne de méthane et la tonne de N2O, d'oxyde de... L'équivalent carbone, hein, Oui, mais je ne sais pas si c'est vrai en France. Voilà. Donc il faut généraliser ça. Sinon, si on en taxe un et qu'on ne taxe pas l'autre, on met une porte de sortie en disant c'est par là qu'il faut aller faire du fric. D'accord ? Donc il faut... Hein ? L'hydrogène. Alors l'hydrogène, le problème de l'hydrogène, c'est que ça produit de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau qui est un gaz à effet de serre. Avec une... C'est pas le cœur du problème. Ah si, c'est... Le problème, c'est qu'on veut faire de l'hydrogène vert qui consomme plus d'énergie. Ah oui, non, je parle de l'hydrogène blanc, mais oui, si on avait de l'hydrogène, oui, on est d'accord. Il y a plein de... Les avions, c'est pas juste leur consommation de kérosène qui est le problème, c'est toute la traînée qu'ils laissent derrière eux, qui multiplie leur effet de CO2 par 4. Parce qu'en fait, il y a de la glace et donc la chaleur, au lieu de remonter, elle rencontre les traînées de l'avion et elle redescend. Voilà. Vous voyez que une partie du mégot qu'on a récupéré, on l'a investi dans les énergies renouvelables vu l'épaisseur de la France. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Enfin, oui, mais il y a sûrement un tout petit peu de ça, puisque dans le crédit impôt compétitivité pour les entreprises, on suppose que les start-up éoliennes et photovoltaïques, elles en récupèrent un peu. Est-ce qu'elles en récupèrent autant que ce qu'il faudrait ? Je ne sais pas. Là, on touche après au problème politique. C'est là où la solution technique à un problème, elle m'amène à discuter de questions qui sont plus juste de la mécanique climatique, mais de la mécanique financière, politique, sociale, etc. Parce que derrière, il y a l'intermittence des énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, ce qu'on peut faire, il y a... Tout à l'heure, j'avais dit, on peut augmenter les taxes, enfin les subventions, pardon, et on peut subventionner l'hydrogène vert, et on a aussi le problème de stockage, qu'on peut, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas stocker l'électricité. Il y a 2-3 trucs, 2-3 barrages où on remonte la flotte qui est arrivée en bas pour la remettre en haut, de manière à ce que l'électricité qui est produite pendant qu'elle ne peut pas être consommée, elle sert à réapprovisionner le barrage. Voilà. Dans les choses, j'ai oublié de vous demander au début, et je suis désolé, c'est une nouveauté, qu'est-ce qui dans votre vie de tous les jours, vous pose question, vous inquiète en termes d'impact de réchauffement climatique ? Est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous pensez à des choses où vous sentez l'impact du réchauffement climatique et est-ce que vous... Ouais. Moi, je fais de la plongée sous-marine et il y a beaucoup d'espaces, notamment en Méditerranée, parce que c'est là où je suis le plus allée, où il y a des espèces invasives qui viennent parce que c'est réchauffé. Et où on voit vraiment des espèces en train de disparaître. Alors, voilà. C'est aussi enregistré dans le simulateur, donc perte de vie marine due au réchauffement. D'autres inquiétudes ? Ouais. Que tout le monde se tape dessus parce que ce sera le bazar social.
Ça va pas jusque-là. La guerre, elle est... Oui. Non, non, je peux vous en montrer un parce qu'il est tout nouveau dans le modèle. Peut-être le phénomène météo extrême. Je peux vous en montrer un. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les températures. L'explication, c'est une carte qui vient d'être intégrée dans le simulateur au mois de novembre, qui dit carré par carré quelle va être l'augmentation probable de température, suivant le modèle, à un endroit précis. Donc là, le point à Bailly, il me dit en 2100, plus degré 6. C'est une augmentation moyenne. Hein, c'est, voilà. Oui, est-ce que ça c'est linéarisé sur... On voit des bandes, je sais pas, sur... En termes de ressenti aussi, c'est des pics. Ah oui, oui, oui. Non, mais là, c'est une température moyenne. Après... Ça a été simulé. Moi, récemment, je suis allée à la COP des Yvelines et les services de l'État, ils ont vraiment déjà des simulations oui. Avec des assez bons niveaux de différence entre été, hiver, pic de température, etc. Ils ont pas mal d'éléments entre les mains. Et surtout sur les fréquences de canicule, en fait. Donc là, c'est les pics, c'est le nombre de jours en température extrême. Donc ça ne doit pas être la même source de carte et de modèle. Hein. Je ne suis pas sûr que ça soit totalement intégré, mais enfin à 1/10 près, on ne va pas pipoter. Donc là, on est entre 8 jours et 30 jours par an de température extrême. Voilà. 8 à 30 jours. Hein? Jours maximum, à peu près. C'est ça, 8 à 30 jours. 8 à 30. Alors si tu dis 8, c'est bon. À 30, ça fait 30, on va souffrir. Hein. Donc après, j'imagine s'ils ont mis ces échelles-là, le modèle, il ne sait pas faire mieux. Alors je peux vous montrer en 2030, dans 5 ans. Il faut un... Voilà, on sera à plus 1,5, mais pareil, on sera à la limite entre 1 à 7 jours et 8,30. Voilà, ça, bon. Tout ça reste, alors. Planter des arbres autour de votre maison, ou je sais pas, creuser une cave. Voilà, non, c'est le... moi, j'ai le fils d'un copain qui a appris le suédois et qui est parti en Suède avec sa femme et sa fille. Voilà. Donc ça existe, ça existe. Hein? C'est courage fuyant, ouais. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution parce qu'en fait, plus on se rapproche du nord et plus la température augmente plus vite. Donc le courage fuyant, ouais, à prendre avec des pincettes. Autre calcul qu'on peut voir comme impact que moi j'aime bien, c'est... voilà, c'est ça. Le modèle tel qu'on voit là, il tient compte des réglettes qu'on a bougées? Oui. Ah. Oui, puisqu'on voit au-dessus, là, on est à 2,5. Ah oui, donc en fait, c'est 2,6 degrés si ah oui. le prix du carbone est, voilà, est taxé comme le... Si je remets tout, on sera à plus 3,4. Voilà. Et il rigole. Moi, je m'en fous, je serais mort, mais... c'est votre problème, je suis désolé. Je suis un sale boomer, moi. Voilà, oui, non, on tient compte de... Les choses, dans les choses qu'on voit là, c'est la perte de productivité des travailleurs en extérieur. D'accord. Et on peut le voir, alors qu'il n'est pas juste il fait chaud, mais il fait chaud et humide. Parce que quand il fait chaud et humide, la transpiration, elle s'arrête. Et du coup, à l'intérieur, ça ne se passe pas bien. Le médecin ne me contredira pas, j'espère. Voilà. Donc, quand il fait chaud et humide, c'est très, très, très mauvais. Et c'est des trucs
qu'on entend régulièrement maintenant venir en provenance d'Inde, du Pakistan. Le Pakistan, il morfle. Voilà. Et on a ce genre de choses. Je crois que si on regarde à New Delhi, voilà, à New Delhi, ils sont, si on fait rien, ils sont à 29 jours de travail perdu. Ça fait 1 mois et demi de travail s'ils travaillent à l'occidental 5 jours par semaine. D'où l'impact sur le PIB mondial, sur la richesse produite. D'accord ? Et je ne parle pas de l'impact sur le bonhomme qui souffre de la chaleur et de la température. Donc, voilà. Et autre chose qu'on peut voir, c'est la diminution de la production agricole, qui est un truc qu'on entend régulièrement en France. La vigne, les céréales, le maïs, les betteraves, ça ne produit pas. Dans nos jardins, on arrive encore à arroser, puis on est encore un peu protégé localement. Et les agriculteurs oui, à produire d'autres types de céréales oui. que du blé, quoi. Et pour que le panorama soit complet, c'est pas seulement qu'on produit moins, mais ce qu'on produit est moins nourrissant à cause de la chaleur. C'est pas la seule raison. Il y a des problèmes de méthode de culture, des problèmes variétals, etc., qui font que les éléments nutritifs dans une tomate, une carotte, une pomme de terre sont en train de baisser indépendamment du réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique nous en remet une couche par-dessus. J'avais pas dit dans la pub que c'était un truc qui vendait de l'espoir, l'atelier. Donc il faut trouver des solutions. Voilà, faut vraiment trouver des solutions et donc revenir à nos curseurs et dire allez, on mégote pas, on augmente le prix du carbone. On est à 2,7, on n'est pas encore à 2. Je me propose de m'arrêter là. Vous mettez par groupe de 2 ou 3, vous prenez votre ordinateur, le Wi-Fi, s'il tombe dessus, c'est image publique. Vous allez vous tapez nroads, roads.org et vous arrivez sur le simulateur. Et ce que je vous propose, c'est de vous laisser 20 minutes pour, par groupe de 2 ou 3, essayer de trouver un certain nombre de politiques qui maintiendrait la température, la hausse de la température à moins de 2 degrés. Quand vous aurez fait ça, ou si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on se remet ensemble et on regarde les meilleurs résultats et on en parle. 20 minutes. Je vous propose de reprendre, on va essayer de faire un truc terminal raisonnablement court. Donc là, c'est Anne et Valérie qui ont fait ça sur mon ordinateur, donc elles sont arrivées à 2,8. Vous voulez en dire un mot ? On a testé certaines choses du style les énergies annexes, on ne pouvait pas les bouger parce qu'en fait il n'y a pas de projection envisagée pour l'instant, c'est trop méconnu. On a testé... Tu veux dire les zéro carbone, non ? Carbone, oui, ça ne bougeait pas ça. Non, ça... L'électrification complète des véhicules, ça avait une incidence très très limitée, enfin aucune incidence quasiment, parce que... Comme tu nous le disais, ça impliquait une utilisation d'énergie fossile pour produire cette électricité, à l'heure actuelle en tout cas, et donc c'était pas un bon plan. Là, je reprends le point de Anne. Si on dit on va électrifier tous les véhicules, vous avez vu que la courbe bleue, là, elle est passée un petit peu au-dessus des 3,3. Elle a monté. La raison, c'est quoi ? On a besoin d'électricité. L'électricité, il faut la produire sans rien changer au monde actuel. Quelle est la manière la moins onéreuse de produire de l'électricité ? Le charbon. Le charbon. Voilà. Et donc, on n'a pas changé grand-chose. Alors, on brûle moins de pétrole. Hein, normalement, le pétrole, il a baissé, là, si je le rejoue. Ouais, enfin, on le voit à peine, mais la partie rouge, elle baisse un tout petit peu, parce qu'il y a moins de pétrole, mais pas plus que ça, quoi. Sachant qu'en plus, ça, par défaut, quand on fait électrification, c'est rail et route. Parce que maritime et aérien,
on ne sait pas vraiment faire. Plus compliqué. Voilà. Je reviens sur ton... Qu'est-ce qu'on a... On est passé en bleu, là, à gauche, en bas à gauche. Qu'est-ce que je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes. Les émissions agricoles? Là? À droite, ça, pardon. Non, Ouais. à gauche. Alors, vous avez subventionné, taxé le charbon. On voit bien qu'il a pris une claque, là. D'accord. Et taxé le pétrole aussi, ce qui a aidé probablement cohérent avec l'électrification du parc automobile. Mais malgré tout, il faut très probablement, si on a réduit le pétrole, il faut produire de l'énergie électrique. Donc, on a probablement enclenché des centrales électriques à gaz. Si on ne fait rien. Si on ne contrôle pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de résoudre plusieurs problèmes. Et puis le dernier point, c'est émissions agricoles, très réduites. Donc ça veut dire que probablement on mange un peu moins de viande, il y a moins de... mais c'est psilonesque. On met moins d'engrais avec de l'azote industriel. Ça joue beaucoup sur les émissions d'oxyde d'azote. Et on a des meilleures pratiques type agroforesterie, mais il faut éduquer tous les agriculteurs de la planète, aller convaincre les mecs qui déforestent l'Amazonie que l'agroforesterie est une solution. Ça va prendre du temps. Et, on n'a pas eu vraiment d'incidence avec la déforestation. La réduction totale de la déforestation n'avait pas d'incidence. On était étonnés. Voilà, on a gagné 1/10 sur la déforestation. Il faut voir que la déforestation, c'est un des trucs les plus subtils et les plus compliqués, c'est qu'en ce moment, en plus, on a de plus en plus de forêts qui ne sont plus des puits de carbone, mais qui sont émettrices nettes de CO2. Si on regarde ce qui se passe en Australie, dans leurs forêts, ou au Canada, ils ont des incendies gigantesques, ils crament des hectares ou des kilomètres carrés de forêt, et donc les forêts, elles dégagent du CO2. Et pendant qu'elles dégagent du CO2, elles n'en stockent pas. Et en France, nos arbres, ils souffrent de la sécheresse et de la chaleur, et ils pompent moins de CO2 de l'air. Donc l'efficacité des forêts diminue aussi. Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer, si vous avez un scénario plus réjouissant, un 5, là, je veux bien le prendre. Vous cliquez sur partager votre scénario et puis vous l'envoyez par mail à françois.armand.fa@gmail.com que je le récupère. Il y a une vue qui est intéressante quand on va dans l'affichage, c'est de voir le... On peut revenir. Vas-y. On va dans l'affichage, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là ? Ouais, affichage. Action et résultats. Ah oui. Voilà. Oui. Et là où on voit détailler, ce qu'on a fait en termes de subventions, ce qu'on a fait, ça chiffre l'effort. C'est un retour intéressant sur effectivement ce qui peut être fait. Mais c'est vrai que cette histoire d'arbres, je comprends, et en même temps, on dit bien que dès qu'on rajoute du végétal dans une ville, la température baisse. Oui, très localement. Oui, mais quand même, ça va... Très localement. C'est pas à côté de Montparnasse, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, la place de Barcelone, à côté de Montparnasse, là, qui était un grand cercle de Catalogne. Catalogne. Place de Catalogne, qui a été végétalisée. Ouais, cool. C'est joli, en fait. Et ça ne résout pas le problème au niveau de la planète, hein. Même si tu fais ça à plein de trucs. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette place de Catalogne, elle va tenir dans la durée ? Ces mini-forêts en milieu urbain, dans quelles conditions elles vont survivre ? Je ne sais pas, moi. Donc, si tu veux, l'impact de ça, il est extrêmement limité. Ça absorbe un peu de CO2 quand même. Votre adresse mail ? Oui. François. Francois, il n'y a pas de CDI, .armand, armand.fa, les deux initiales, @gmail.com. Donc celui-là, c'est celui de Caroline, c'est ça ? Ouais, avec Juliette. D'accord. Donc là, voilà. J'avais dit qu'il y aurait de l'espoir. Donc là, Caroline et Juliette nous assurent un monde à moins de 2 degrés de réchauffement en 2100. Après, on n'a pas
parce Non, qu'au bah, on va départ, les- on avait commencé par on va les regarder. faire de l'élimination Ouais, du dioxyde de carbone fondé sur la nature. Puis tu nous as fait remarquer qu'il faudrait 3 fois Oui. la taille de l'Inde, donc on est probablement. Voilà, quand on veut boiser, en supposant qu'on boise dans des bonnes conditions, il faut des terres qui ne sont pas cultivées et pas urbanisées. D'accord ? Donc il faut les trouver. Là, dans leur boisement, elles espèrent boiser 700 millions d'hectares. La superficie de l'Inde, c'est 310-320 millions d'hectares. Donc il faut trouver plus de 2 fois la superficie de l'Inde et il faut se dépêcher de planter les arbres correctement et rapidement. Et dans tous les jardins. Donc c'est voilà, c'est alors dans les jardins, on peut tenter l'agroforesterie pour augmenter, mais moi dans mon potager, si je mets des arbres, j'ai plus de légumes, donc je mange plus. Sauf à planter des arbres. Ouais, enfin c'est un équilibre à trouver. En Polynésie, ils plantent le taro dans les forêts. Ça fonctionne. Technologique. Technologique, il faut des choses qui. Il y a des projets alors il y en a en Islande ce qui s'appelle Direct Air Capture. On aspire c'est comme le mec qui fait de l'essence. Donc là, ils le mettent dans le sol. Et dans le sol, on met du gaz. On va espérer que le gaz qui est dans le sol, il ne trouve pas de chemin pour ressortir avant quelques millénaires. Sinon, il faut le minéraliser sur du basalte. Alors en Islande, ils doivent avoir du basalte dans le sol, donc ça doit peut-être le faire. Il y avait 149 projets au niveau mondial. Je pense que sur les 149, il y en a 100 qui se sont arrêtés. Parce que les taux de rendement sont hyper mauvais par rapport à la consommation d'énergie. Oui, ça bouffe de l'énergie. Et en plus, ça ne rapporte pas un copec parce qu'il n'y a personne qui va dire c'est un machin, on stocke du carbone. Et alors, qui paye pour ça? Enfin, qui donne de l'argent à ces entreprises-là? Les émissions agricoles, les déchets et fuites, on chope sur le transport de gaz, on se débrouille pour qu'il y ait moins de fuites de méthane, qu'il n'y ait pas de, la torchère qui brûle du méthane d'une manière perdue, et là, etc. Pour le coup, cet axe-là, on l'a trouvé vraiment... Enfin, les deux qu'on a trouvé les plus efficaces, c'était déchets et fuites, oui. Et prix du carbone. Et prix du carbone. Et voilà. Et globalement, ce dont on s'aperçoit, dans ce que j'ai vu qui fonctionnait, c'est que tout ce qui consiste à stocker, à laisser les énergies fossiles dans le sol, va dans le bon sens. Ça, c'est les trucs qui sont réellement efficaces. Les autres, c'est des petits trucs qui participent, qui nous encouragent à aller dans la bonne direction, mais le truc efficace, c'est le charbon. Et dans le charbon, par exemple, on pourrait subventionner la Chine pour qu'elle arrête de construire des nouvelles centrales à charbon. Il me semble que... Ce qui est étonnant, c'est que quand on joue sur la taxation des directs, ce que je trouve étonnant, c'est que quand on joue sur la taxation directe des énergies fossiles, genre on a taxé à mort le charbon, oui. Mais ça ne fait pas du tout le même effet. Ça ne fait pas le même effet. Pas le même effet parce que il faut le faire sur tout, sur les 4. Si tu fais sur les 4 à la fois, tu arrives à peu près à la même chose. À peu près. Mais sinon, si tu taxes le charbon et que tu ne taxes pas le gaz, c'est comme un ballon de baudruche, tu le serres. Alors évidemment, au milieu, là, il est compressé, mais tu as une bulle qui s'est créée à côté, qui est le gaz en a profité. C'est exactement ça. Voilà. Donc il faut, le plus efficace et le plus indiscutable, c'est réellement le prix du carbone. Il reste le problème politique de le faire accepter et de le généraliser. Là, je crois que la moyenne au niveau mondial, elle est fixée à 5 $ par tonne de CO2. Parce qu'ils font la moyenne. En Europe, c'est assez développé, mais il y a plein de pays où c'est absolument pas développé. Donc, on a... Voilà. Voilà, donc, globalement, c'est ça, c'est que il n'y a pas une solution unique. Même la taxation du carbone, on baisse beaucoup, mais on n'arrive pas à 1,5 degré.
Donc il n'y a pas une solution unique. Les messages des gens qui développent ça, avant c'était en anglais, il n'y a pas de silver bullet, de balle magique. Donc il n'y a pas de solution magique. Et pour les jardiniers, il faut plus d'une graine pour planter un jardin. Voilà. Donc là c'est pareil, il faut plus d'une graine pour... Dans la taxation du carbone, tu sais si on intègre le malus écologique sur le prix des véhicules? Non. Alors, le malus écologique sur les véhicules, je pense que c'est un truc qui est très européen. Ça n'existe pas aux États-Unis, donc je pense que c'est très peu. Mais le truc est mondial? Oui, là, c'est mondial. Mais le malus écologique, j'en sais rien, je ne me suis pas posé la question. Tu me la reposeras, j'essaierai de trouver la réponse. Il y a des... Aujourd'hui, en Europe, c'est 70 000 € quand même. Hein. La voiture électrique? Non, pas la voiture électrique. Là, je viens de regarder. Là, si on achète un véhicule qui consomme plus de 194 grammes de CO2, enfin qui émet, le malus écologique est de 70 000 €. Ouais, mais il s'en vend combien? Ah bah, un master, un fourgon utilitaire, ça fait ça. Mais oui, mais non, ça ne concerne pas l'utilitaire. Pardon? Ça ne concerne pas l'utilitaire. Si, pour les privés qui l'achètent. Sinon, il faut les privés. Oui, mais voilà, donc j'en ai un, moi. Oui, mais ça existe, mais je ne pense pas que ça représente une... Mais la question, elle n'est pas là. Oui, non, je ne sais pas. Je n'ai pas la... Donc, première leçon, il n'y a pas de solution magique. Deuxième leçon, c'est globalement, il faut tout laisser les fossiles dans le sol. Et troisièmement, il faut travailler sur les trucs complémentaires du genre boiser, arrêter de déforester, changer un peu son régime alimentaire, même si c'est inférieur à 1/10 de degré, et puis travailler sur les déchets et les fuites. C'est vraiment un bon axe, parce qu'en plus, tu peux te dire que tu arrêtes juste le gaspillage. Tu n'es même pas en train de faire une révolution technologique, c'est plus l'argent de le faire, mais après, tu vas faire quand même des économies structurelles. Alors, sur la nourriture au niveau mondial, il y a 30% de ce qui est produit qui n'est jamais consommé. Au niveau mondial. Donc il y a des trucs qui ne sont pas récoltés, qui sont laissés dans les champs, des choses qui sont perdues sur la chaîne de transport et des choses que je laisse dans mon frigo et que je jette ou que je mets au compost. Et tout ça, si on le gère mieux, on n'arrivera jamais à 0%, mais on peut quand même réduire fortement. Et dans les déchets, le gros problème, c'est tout ce qu'on prend, qu'on met dans les poubelles ménagères et qu'on n'incinère pas, mais qu'on va stocker dans des décharges, qu'on va recouvrir. On met des trucs décomposables sans oxygène et ça fait du méthane qui finit par sortir. Voilà. Moi, je veux bien encore continuer 4 heures, mais je pense que c'est bien. Non. Si on arrive à faire des très non. J'ai une dernière question. Elle est tout aussi bizarre que l'autre, mais est-ce que tu sais si quelque part ils ont regardé le poids des packaging? Non, je ne crois pas. Effaré par tout ce qui est... Oui, l'emballage... tout ça, c'est fabriqué à partir du pétrole. Oui. Je pense que c'est pris en compte, mais pas en tant que tel. Ça va être pris en compte comme produit de l'industrie plastique ou pétrolière. Je vais vous demander un truc que j'ai jamais fait, mais il paraît que c'est bien. Il me faut ça. Je vais vous demander, avant de refaire un petit tour de discussion, je vais vous demander 1 minute de silence pour penser à ce que vous venez de voir, de découvrir, pour penser à qu'est-ce que ça vous apprend, est-ce que ça vous met mal à l'aise, est-ce que ça vous remplit de joie, est-ce que vous dites que vous auriez mieux fait de rester regarder, je sais pas, Colombo à la télé ou un truc comme ça. Ça fait vieux ça, Colombo à la télé. Mais bon, pensez à ça et pensez aussi à donc il y a des choses qu'on peut faire et qu'est-ce qui vous motiverait pour, et à la sortie de ça, basé sur ces retours ou les retours que vous pensez pouvoir en obtenir un peu plus tard, qu'est-ce qui vous motiverait à agir pour arriver vers le monde, alors pas celui-là, mais c'était celui de Caroline, où on est à 2 degrés. Vous étiez à mieux que 2 degrés, j'ai dû bouger un truc. Donc voilà. On a choisi de rester un peu plus réaliste. Voilà, donc je vous propose une minute de silence. 1 minute de silence, vous réfléchissez à ces questions-là. 1 minute de silence, vous réfléchissez à ces questions-là, puis après on en parle pendant quelques minutes, et après je vous fous la paix.
Merci. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose sur... C'est chouette parce que ça confirme que tous les vrais problèmes ont des solutions simples et fausses en fait. C'est-à-dire qu'en fait on se rend compte qu'on est face à une immense complexité et la seule chose qu'on ne voit pas de manière totalement mécanique, c'est justement ces effets de bord. Parce que c'est facile de dire tiens je prends la règle et je la mets là, voilà, parce que ça me fait moins 0,4. Oui bien sûr, mais les effets de bord sont absolument massifs. Enfin, sans parler du manque d'adhésion générale, de l'acceptabilité sociétale des mesures. Quoi. Il y a clairement un problème pédagogique monumental et un de mes espoirs, c'est que ce genre de séance y contribue un tout petit peu, mais là c'est facile, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Quand tu te dis je bouge la réglette, mais attention, si je rajoute 15 centimes au prix du super, je vais le payer à feu et à sang. Ah d'accord. Véronique ? La réglette, elle va pas loin. Oui, moi je disais, ça bat en brèche certaines idées reçues. On se dit parfois, il faudrait qu'il y ait la population mondiale baisse, qu'il y ait la déforestation. Enfin, il faut lutter contre la déforestation. On a vu en bougeant la réglette, population, que ça ne bougeait pas tant que ça ne bougeait pas à grand-chose. La déforestation, on en fait un plat monstre et finalement ça bouge un peu aussi, mais pas tant que ça. Donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, alors qu'on se focalise un peu, peut-être les médias aussi, sur certains points précis, et on a l'impression que ça a une place énorme, et finalement, non, c'est beaucoup plus... Voilà. Et on ne le met pas assez en avant. C'était un de mes buts, c'est de montrer que il y a beaucoup de miroirs aux alouettes dans ce qu'on entend. Ouais. Après, ce qu'on ne voit pas quand même avec la déforestation, c'est la perte de biodiversité qui n'est pas schématisée là. Oui. On parle aussi beaucoup de la déforestation parce que il y a plein d'autres problèmes qui se grâce à ça. Sur les limites planétaires, on ne parle que d'une limite planétaire ici. Quand on parle des 8 autres en même temps. mais bon, le simulateur qui va nous mettre les 8... Déjà, on ne sera pas capable de l'appréhender, puis je pense qu'il n'est pas prêt d'être fait, quoi. Voilà. Bon, et dernière chose. J'ai des petits formulaires de... C'est très américain. Hein. Oui, vous pouvez les faire là-bas. Des formulaires. Ça, vous pouvez les garder. Est-ce que ce simulateur a été fait par des Américains ? Oui, par le MIT et le moteur derrière, c'est le MIT et c'est une association but non lucratif qui fait ça depuis une bonne dizaine d'années. Ils ont un autre simulateur qui s'appelle alors En-ROADS, j'ai oublié de dire, c'est Energy Rapid Overview and Decision Support. Donc l'outil, il n'a pas été fait pour des gens comme nous, même s'il est très utile, il a été fait pour des politiques. Donc cette organisation-là, aux États-Unis, elle va voir tous les sénateurs, tous les représentants à la Chambre, tous les gouverneurs, et leur dire, voilà, vous avez les moyens d'agir, qu'est-ce que vous pensez faire, et regardez ce que ça donnerait. Un endroit, si vous allez sur le site, vous verrez que John Kerry, qui était le vice-président de Bill Clinton, si ma mémoire est bonne, ou un de ses ministres, et voilà, il a manipulé la chose. Et il y a plein de sénateurs et autres, donc c'est fait pour ça. Ça ne les encourage pas à faire grand-chose. Non, ça ne les amène pas à faire grand-chose. Moi, j'ai essayé. Il y a 5 ans, je suis allé voir notre députée Béatrice Piron. J'ai dit, j'ai un bon outil. J'ai envoyé un mail. C'était juste avant les élections législatives, donc elle était ouverte. En disant, j'ai un truc à vous montrer. Ça, je vous demande un quart d'heure, je vais vous montrer un truc pour le climat. On a parlé 1 heure et voilà. J'ai poussé un mur qui n'a pas bougé. C'est décourageant de faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment utile de montrer ça politique ? Alors après, pour y être, parce que du coup, donc je suis à la mairie, mais avant d'être à la mairie, j'étais tout ce qui est plus citoyenne comme tout le monde. Et j'avais essayé de faire bouger les lignes en étant présidente d'une association de développement durable, avec un succès assez modéré, parce que c'est pas de salariés, parce que c'est un peu énergivore. Et donc, parfois, il y a bien souvent l'impression qu'il n'y a aucun effet de nos actions, mais je pense qu'il ne faut pas se fier au retour qu'on a. C'est-à-dire quand tu vas voir Béatrice Piron et tu as l'impression qu'il ne se passe rien derrière,
ça ne veut pas dire que tu n'as pas planté une graine Oui, qui va ressortir absolument, à un autre moment absolument. à l'Assemblée nationale. Et donc, bien souvent, on ne fait pas forcément de retour vers le citoyen, mais voilà, ça fait quand même bouger les lignes de manière non mesurable. C'est comme quand vous êtes prof et que vous avez des élèves, vous essayez de semer des graines, à la fin, ils ne vont peut-être pas tous devenir ingénieurs, et ce ne sera pas que grâce à vous, voilà, mais en tout cas, c'est juste ça dans la tête que ça va faire quelque chose. Deux choses. L'atelier, si j'avais su qu'on était tous en présentiel et qu'on était aussi nombreux, on l'aurait fait autrement, on l'aurait fait sous forme de jeu de rôle. C'est-à-dire, on fait 6 groupes. Les représentants des énergies fossiles, les représentants industriels propres, représentants de l'agriculture et des lobbies agricoles, représentants du bâtiment et du secteur de l'énergie, enfin bâtiment surtout, l'industrie, pas de l'énergie, représentants des gouvernements et puis les écolos, les associations ONG. Et on fait 2 rounds où les gens discutent et essayent de converger, mais ça dure 3 heures ou 4 heures. Enfin, 2 ou 3 heures. Voilà, juste pour dire qu'il y a d'autres solutions. On peut aussi s'amuser, si on est prof en lycée, dire je te donne le simulateur, ton objectif c'est de réduire la hausse de la température et explique-moi les effets de bord. Il y a un moyen de... Voilà, il n'y a pas que cette utilisation un peu statique et formelle possible. Dernière chose, à l'américaine, j'ai des feedbacks. Il faut faire une photo aussi. On a fait une photo avec le scénario. Et des feedbacks si vous voulez donner votre avis sur la séance de ce soir, ce que vous avez appris et ce qui pourrait être amélioré. C'est là et je vous en remercie par avance. Et je vous remercie d'être venu. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a changé de mes groupes de 2 personnes de BNT. Alors moi aussi, je ne m'attendais pas à non, ces merci. Enfin, on n'en revenait pas avec François. Merci. C'est incroyable. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé.